Alors nous avons donc, nous allons conclure cette table ronde par la rencontre donc de l'espace de réflexion éthique avec les instances de réflexion éthique de la région. Et donc je vais demander à Madame Delmas de Limoux, du comité d'éthique de Limoux. Alors, est-ce que Guillaume Ducot est revenu ou Guillaume, si tu veux bien, qui préside actuellement le comité d'éthique du CHU de Toulouse, Thierry Lavabo-Bertrand, qui est le professeur au CHU de Nîmes et qui préside le comité d'éthique hospitalier et qui est également un des membres de l'espace de réflexion éthique, le docteur François Olivier, qui préside le comité d'éthique hospitalier de Montauban, le professeur Pierre-François Périgot, qui est anesthésiste réanimateur et qui dirige le comité d'éthique du CHU de Montpellier, le docteur Pierre Rouvière, qui est le responsable éthique du conseil régional de l'ordre des médecins, Madame Salido, qui est membre du comité d'éthique hospitalier du Gers, et Madame Rodrigo, qui est la directrice d'une structure de solidarité familiale. Alors, l'objectif de cette... D'abord, je vais laisser se présenter la co-animatrice de cette table ronde, Pascaline Rocher. Bonjour à tous. Oui, je suis Pascaline Rocher, directrice déléguée de l'espace de réflexion éthique Occitanie sur Montpellier. Voilà, et donc nous souhaiterions que, au travers de cette table ronde, il puisse y avoir un échange, attentes et réponses à apporter autour de quelques thèmes. D'abord, le premier thème, c'est l'appui aux réflexions des comités d'éthique locaux. Le deuxième thème, c'est la place et le fonctionnement éventuel d'une cellule de soutien éthique à l'avenir. Ensuite, troisième thème, c'est la communication de la diffusion de la réflexion éthique par l'espace de réflexion éthique. Voilà. Alors d'abord, je pense que la meilleure des solutions serait que nous fassions un tour de table pour que chacun des participants puisse nous dire effectivement leur état des lieux et puis peut-être déjà amorcer les perspectives. Je sais, oui, ça fonctionne. Bonsoir à tous. Alors, je suis effectivement donc directrice d'une structure qui s'appelle Solidarité familiale, structure médico-sociale, donc d'aide, de soins et d'accompagnement à domicile avec des activités très diverses d'accompagnement aux familles, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap. Notre espace de réflexion éthique est tout jeune, puisqu'il est né en 2022, avec l'aide de l'espace de réflexion éthique d'Occitanie, que je remercie d'ailleurs parce que sans cet appui précieux et la bienveillance et du docteur Lagarigue et de l'ensemble de l'équipe, nous aurions certainement peiné à démarrer cette démarche seule. Merci et un grand merci donc à RE Occitanie qui renouvelle sa confiance auprès du Gers. Alors moi j'ai juste une petite nuance, donc je suis Aurélie Salido, je suis psychologue clinicienne en cancérologie à l'hôpital d'Auch, mais je n'interviens pas en termes d'éthique auprès de l'hôpital en tant que tel, puisqu'il y avait jusqu'à peu pas de comité d'éthique à proprement parler, qui est en cours et qui démarre, donc on s'en félicite pour l'hôpital d'Auch, mais moi je suis en fait membre de l'espace de réflexion éthique du Gers, c'est-à-dire un espace qui est départemental, qui regroupe toutes les structures du département et tous ceux qui sont
intéressés par la question de l'éthique, qu'on a pu faire vivre aussi dans la cité, c'est-à-dire avec des manifestations avec le cinéma, avec les lycées, avec d'autres structures sanitaires et sociales, mais aussi éducatives et judiciaires. Et donc là aussi, c'est un comité qui a eu une existence qui a démarré en 2012, qui s'appelait un comité territorial d'éthique et qui, là aussi, sans la présence bienveillante alors c'était Eremip à l'époque, et Réoc maintenant, et la présence bienveillante et du professeur Lagarrigue et de Madame Dupré-Goudable qui sont venus jusqu'à nous, et je vous invite à les solliciter. C'est vraiment très précieux d'avoir en fait la présence bienveillante pour nous aider à avancer et à construire en fait ce qu'on veut faire de l'éthique dans nos régions et de pouvoir démarrer des structures. Donc encore merci pour cette invitation. Oui, merci. Merci pour cette invitation également. Donc moi, je suis Thierry Laval-Bertrand, donc je suis dans une situation, alors on a sur Nîmes une structure qui est assez, que le doyen Bringer connaît bien, qui est assez complexe, puisqu'on est au CHU dans la même faculté liée, intégrée à l'Université de Montpellier. Le comité d'éthique du CHU de Nîmes est déjà relativement ancien, il remonte à 2010, et avec une pratique, disons, qui est assez soutenue. C'est vrai que, bon, j'ai vu ce qui a été dit tout à l'heure pour Bordeaux. Nous, on a une dizaine de saisines à peu près par an, qui sont de tous ordres, quelquefois assez complexes. Alors, notre travail, bien sûr, c'est d'être une insertion sur l'hôpital, sur les problèmes concrets posés par le soin, mais également on se tient au courant et on discute des avancées législatives, etc. Et puis, on essaie, et là, je crois que c'est vraiment le grand thème avec l'espace éthique régional, d'avoir une synergie, par exemple, dans l'organisation, puisqu'encore le 7 février prochain, le 9 février prochain, on va co-organiser un débat sur la fin de vie. Et donc, je crois que l'appui et la synergie est très importante, et c'est très important dans les deux sens, parce que ça permet à chacun des comités de rester ouvert sur une structure autre, et ça permet aussi à l'espace éthique régional de ne pas fonctionner vraiment coupé du terrain concret et des questions qui sont posées sur place. Et je crois que cette synergie doit se développer, et que je pense que ce sera un avis qui sera largement discuté, mais qui est promis, il me semble, à un avenir important. Bonjour à tous, je suis le docteur Guillaume Duclos, donc je suis le tout nouveau président du tout nouveau comité d'éthique hospitalier du CHU de Toulouse. Nous sommes dans une situation particulière, le comité d'éthique qui était bien implanté a périclité juste avant la crise sanitaire, 3 mois avant pour tout dire, et on s'est bien aperçu pendant cette crise Covid qu'il y avait un besoin, à la fois un besoin de réflexion et un besoin, même si ça ne s'accorde pas toujours très bien avec l'éthique, une forme de besoin d'action au lit du malade. Et donc nous avions réussi, grâce au soutien de l'Air Occitanie, à aussi permettre de perpétuer une tradition éthique pendant cette crise sanitaire. On avait eu ces débats avec Jacques Lagarrigue et Catherine Dupré-Goudable sur les périmètres respectifs de chaque institution, et clairement, il n'y a pas de... Enfin, je crois que les débats, c'était important de les avoir au début, mais on n'est jamais rentré en conflit sur les périmètres respectifs des différentes institutions. Nous, notre comité d'éthique, qu'on a donc réussi à réinstaller depuis 2 mois, a une double vocation. La première, comme vous tous, c'est ce que vous décriviez à l'instant, c'est une aide à la décision au lit du malade, sous forme de... Alors, on ne l'a pas formalisé sous forme de consultation éthique, au sens où on ne se rend pas au lit du malade, mais l'idée étant d'offrir une ouverture, et notamment une ouverture à la société civile, auprès de philosophes, de juristes, etc., et de personnalités soignantes, aux décisionnaires de terrain. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on a
et c'était très important pour la mandature précédente du comité d'éthique, et on s'inscrit vraiment dans cette lignée, une dimension réflexive. Alors effectivement, l'actualité brûlante, c'est la fin de vie, donc on a commencé à réfléchir autour de la fin de vie, des lois autour de la fin de vie, et c'est vrai que là, dans ce sens-là, il me semble qu'il y a une articulation forte. Alors, nous sommes présents et sont invités, bien sûr, les membres de l'Air Occitanie à nos réunions du comité d'éthique. Et l'idée, c'est vraiment, nous, de pouvoir nous appuyer sur la possibilité de formation, toutes les conférences, tout ça. Ça, c'est une vraie plus-value que nous ne sommes pas en possibilité d'organiser, voilà, et ça c'est une vraie force que nous amène l'Air Occitanie, et c'est une vraie demande aussi des membres du comité d'éthique d'avoir cette comment dirais-je, cette perspective. Ils viennent aussi pour apprendre quelque chose, ils viennent pour aider, mais ils viennent aussi pour apprendre et s'améliorer en tant que personne et en tant que soignant. Et en ça, vous nous aidez beaucoup. Merci. Bonjour, je suis Marie Delma, je suis psychologue clinicienne. Après un grand établissement comme Toulouse, nous sommes tout petits et nous sommes dans l'Aude, c'est-à-dire arrière-pays, où justement la formation et l'information, il faut aller la chercher. Elle ne vient pas simplement à nous. Donc le comité éthique s'est formé à partir de 2008 sur des questions médico-sociales. Il y avait des équipes qui étaient en difficulté dans les EHPAD avec un cas clinique rencontré. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Nous nous sommes largement appuyés sur un établissement support, mais surtout sur une personnalité support. Je remercie le docteur Blé qui, grâce à ce partenariat, ça a été une rencontre individuo-dépendant qui a permis de créer cette dynamique, ce partenariat ensemble pour intégrer le bureau et créer un bureau, faire fonctionner le système du comité éthique avec des saisines. Avec le Covid, nous avons été, comme beaucoup, touchés et on a du mal à repartir. Nous avions juste commencé à prendre connaissance et inviter le comité éthique régional qui a été pour nous un second souffle. C'est vraiment pour des établissements qui sont éloignés, c'est vraiment une aide que d'avoir des personnes support. Donc il y aura encore beaucoup à dire. À ce jour, nous travaillons en lien avec Carcassonne et en lien avec le comité éthique régional. Bonjour, donc François Olivier, je suis psychiatre et j'ai été propulsé, un peu à l'insu de mon plein gré, à la tête du comité d'éthique du centre hospitalier de Montauban, qui est devenu, maintenant comme c'est l'hôpital support, est devenu comité d'éthique du GHT du Tarn-et-Garonne. Juste quelques idées, donc ça fait peut-être une dizaine d'années que je travaille avec ce comité. Je dirais, nous avons à nous battre contre beaucoup de problématiques. La première, si je peux me permettre, c'est l'invisibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, l'invisibilité, la non-reconnaissance, c'est-à-dire que c'est très compliqué de faire en sorte que le comité d'éthique sorte de l'alibi de l'accréditation, parce que c'est quand même pour ça qu'on a été construit au départ, c'est parce que l'accréditation nécessitait, il fallait un comité éthique. Donc on est devenu comité éthique, on est très externalisé, avec l'idée que c'est extrêmement compliqué, effectivement, d'aller vers les équipes ou de pénétrer un peu, de faire pénétrer le questionnement éthique au sein des éthiques, donc au sein des équipes. Et donc c'est vraiment une discussion depuis 10 ans. On réfléchit beaucoup avec l'équipe, savoir comment on va faire. Là, on fait des séminaires, on a fait venir des philosophes, on a fait pas mal de choses, mais on se rend compte quand même qu'on reste quand même très externalisé, qu'on ne pénètre pas le soin d'une façon générale ou les critères de soin. Et pour parler de non-reconnaissance, dans la salle, il y a une infirmière qui vient d'un des hôpitaux, qui a posé aujourd'hui donc une journée pour venir ici, et on lui a retenu une journée de vacances. Voilà, parce qu'on lui a dit non, ça c'est surtout un temps personnel. Forcément, c'est pas du tout de la formation, c'est rien d'autre. Voilà un peu comment ça fonctionne dans la réalité des cas. Après les saisines, c'est compliqué. Comment organiser une saisine? Il faut une disponibilité, il faut mettre une veille permanente. Donc, est-ce qu'on est assez nombreux, assez formés, assez compétents pour répondre à des saisines qui arriveraient à tout moment? C'est une question un petit peu complexe. Donc ça, c'est la première idée. L'invisibilité, non-reconnaissance, le quant à soi, c'est-à-dire qu'on reste entre nous.
Même aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup entre nous, on est tous très intéressés par l'éthique, mais est-ce que les gens qui ne connaissent pas l'éthique sont là aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que le risque de l'éthique, c'est qu'elle reste un peu fermée sur le quant à soi. Et comment s'ouvrir sur les autres, sur la société civile, sur les équipes soignantes. Et pour moi, c'est un vrai problème. Une des réponses, je trouve, qui a été toujours très pertinente, c'est d'aller vers les équipes, en fait. C'est lorsque nous sommes déplacés pour accompagner soit les équipes de réanimation, soit les équipes des urgentistes, lorsqu'ils en ont eu besoin. Là, on est allé avec une de mes collègues, un binôme sur un EHPAD en grande tension, à la demande du directeur. J'ai trouvé ça très pertinent. C'est vrai que là, on amène des réponses et on aide vraiment les équipes sur du quotidien. Donc, l'aller vers l'équipe mobile me paraît être une arme tout à fait pertinente. Et après, je me suis dit, alors ce matin, avant de venir, je réfléchissais et je me disais, ouais, comment on pourrait faire pour infiltrer tout ça alors, est-ce qu'il faudrait faire du lobbying, nous aussi? Est-ce qu'il faudrait qu'on utilise les armes du management actuel ou le mal pour le mal, quoi? C'est-à-dire qu'on va faire ce que font les autres. Est-ce qu'il faut imposer la charte éthique aux établissements, leur imposer un certain nombre de réunions éthiques? Et puis je me suis dit que j'étais en train moi-même de glisser dans l'excellisation de l'éthique et que on allait faire des normes. Bon, c'était une connerie. Voilà, bon, je passe. Donc, Pierre-François Périgaud, donc moi je suis anesthésiste réanimateur et donc je préside le comité d'éthique du CHU de Montpellier et aussi d'ailleurs celui de la Société française d'anesthésie-réanimation. Donc nous, au CHU, on fonctionne c'est un comité qui a plus d'une dizaine aussi d'années d'existence. On fonctionne à un comité d'environ 25 membres, de toutes spécialités confondues, tout type de soignants confondus, et des personnes extérieures, philosophes, juristes. On se réunit en plénier à peu près une fois tous les 2 mois, et un bureau qui se réunit une fois par mois, et on a fait un peu comme à Bordeaux depuis déjà un certain temps, une cellule qui se déplace. Donc on est un binôme, en fait c'est le vice-président et moi-même qui nous déplaçons systématiquement. On essaie dans les 48-72 heures pour rencontrer les équipes. Alors là aussi on ne rencontre pas les familles ni les patients, sauf exception. Alors, on a eu un cas où on a eu la famille, l'avocat, le médecin conseil, cas très compliqué. Mais sinon on ne rencontre pas en général les familles. Et voilà, on essaye, plutôt que de donner un avis, on essaye plutôt d'essayer à ce que l'équipe arrive à problématiser son questionnement en fait, et on essaie de les faire régler eux-mêmes leur questionnement éthique sans forcément amener un avis formel, voilà. Et les séances plénières donc se décomposent ça dure 2h30 à peu près, en deux sessions. Une première session, on traite un sujet central, la contention, l'autonomie, la fin de vie, les directives anticipées, etc. Et puis une deuxième partie qui est la restitution des cas, pas forcément exhaustivement, puisqu'on a à peu près une vingtaine, 1 à 2 cas par mois, donc une vingtaine par an de saisies, mais plutôt les cas qui sont un peu marquants, sur lesquels nous-mêmes on était en difficulté. Et en pratique, la plupart des cas sur lesquels on est sollicité, c'est des cas souvent d'obstination déraisonnable des proches par rapport à des patients plus ou moins en capacité de s'exprimer. Et c'est assez intéressant d'être confronté à ça dans une époque où tout le monde nous parle tout le monde veut mourir plus tôt. Enfin, nous, on est confrontés plutôt à l'inverse. Hein, c'est plutôt des familles qui ne veulent pas que leurs proches meurent. Hein, donc, voilà, c'est juste pour la petite anecdote. Bonjour, donc moi je suis docteur Rouvière, donc je suis médecin, secrétaire général du Conseil régional de l'Ordre des médecins d'Occitanie. Je remercie d'ailleurs l'AIRE d'inviter l'Ordre à participer à vos réflexions, puisque l'éthique, quand même, ça fait partie intégrante des réflexions de l'Ordre, et je pense que c'est parfait qu'on puisse effectivement alimenter un petit peu toutes les questions qui sont posées au niveau régional. Par contre, je suis particulièrement surpris de la qualité des interventions, et surtout de voir qu'on parle surtout des soins aux soignants dans les démarches éthiques, et je trouve que c'est un très très bon point de s'occuper de la santé des soignants qui effectivement
est une part importante de la qualité des soins. Et je pense qu'il faut que ça rentre effectivement dans toutes les questions et d'éthique et des démarches de réflexion au niveau des équipes de soignants. Surtout au niveau des soignants en général, pas que des médecins aussi, toutes les équipes pluridisciplinaires. Et je pense que c'est un point important. Donc je vous remercie d'intégrer l'ordre dans vos réflexions. Justement, à ce propos, comment abordez-vous l'éthique au sein du Conseil de l'ordre, du Conseil régional de l'ordre? Comment vous abordez les sujets? Alors, oui, quand on a des questions... Alors, le problème de l'ordre, c'est qu'il ne répond qu'aux questions qui lui sont posées. Alors, l'ordre souvent est confronté... Alors, l'ordre, il est quand même gardien de la déontologie médicale, et la déontologie médicale, la source principale de la déontologie médicale, c'est l'éthique, que l'on veuille ou non. Mais par contre, effectivement, quelquefois, on a des questions de déontologie qui nous sont posées, et on s'aperçoit que sur le plan déontologique, les médecins ont un comportement correct, mais qui sont souvent des comportements qui ne sont pas moraux, qui sont déontologiques, mais pas moraux. Et là, on arrive sur le côté éthique, effectivement. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça marche. En écoutant les uns et les autres, et Véronique aussi d'ailleurs, moi je me posais quand même la question de l'articulation. Oui, ça marche mieux. De l'articulation entre justement les structures éthiques, c'est-à-dire comité d'éthique, espace éthique, et puis éventuellement centre de consultation d'éthique clinique. C'est vrai que depuis le début, à la fois dans l'esprit du public et dans l'esprit des professionnels, espace éthique et comité d'éthique se prêtent à confusion. Et quel est le périmètre de nos activités respectives? Si c'est intéressant de le déterminer, je ne sais pas, mais quand même, peut-être. Il est évolutif, je pense aussi. Et comment articuler donc nos activités respectives? Et Véronique, par exemple, je m'interrogeais en vous écoutant, est-ce que c'est au titre du comité d'éthique? J'ai compris que oui, que vous parliez de la création de ce centre d'éthique clinique, de la consultation d'éthique clinique, etc. C'est au titre du comité d'éthique de l'hôpital de Bordeaux. Voilà. Alors, dans la triangulation avec l'espace éthique, comment est-ce que tout ça s'articule? Je pense que comme l'espace de réflexion Occitanie soutient le comité d'éthique du CHU, les espaces soutiennent toutes les structures d'éthique. Mais alors, dans la création d'une consultation... Là, l'aide qui a été apportée, c'est autour de l'organisation de la journée d'éthique clinique qui a eu lieu. On m'a demandé... Michel m'a demandé de parler de l'équipe mobile d'éthique clinique et aussi de la question de la journée qui avait été organisée. Ça dépend des comités d'éthique. Les espaces de réflexion d'éthique ont des missions régionales de soutien de l'ensemble des comités d'éthique. Oui, c'est ça. Hein. Mais ils sont adossés, ils sont une unité fonctionnelle des CHU, ils sont adossés au CHU. Enfin, vous connaissez ça très bien, avec les MIC qui sont... Oui. Et dans ce cadre-là, mais justement, c'est à chacun, en même temps de différencier et en même temps de s'entraider. Il y a une différenciation fonctionnelle, ça c'est certain. Les comités d'éthique sont des structures non rémunérées, alors que les espaces de réflexion éthique ont un financement global. Et les comités d'éthique s'adressent à l'institution où ils sont. Donc le comité d'éthique du CHU de Bordeaux, nous on fait très attention qu'il ne soit pas mélangé à l'espace de réflexion éthique. Là maintenant, comme j'ai pris la direction du site Bordeaux, avant c'était mon collègue qui est toujours avec nous, le professeur Biulac, qui continue d'être une aide très précieuse pour nous, qui continue de faire partie de notre comité exécutif. On essaye justement, le nouveau président du comité d'éthique, à un moment donné, c'était pas très clair pour lui, mais il faut que les choses... Bon, maintenant c'est clair. On n'est pas dans les mêmes lieux, c'est pas la même chose. Mais il y a des aides comme le
le comité d'éthique de Strasbourg, là, il y avait plus que de l'aide. Il y avait une aide fonctionnelle importante, puisque la chargée de mission s'occupait d'établir les listes d'astreintes. C'est deux structures différentes. Normalement, on doit faire en sorte qu'elles ne soient pas mélangées, mais on ne peut pas, bien évidemment, couper tous les liens, puisque la plupart des membres de l'espace de réflexion éthique sont des membres du comité d'éthique. Oui, alors c'est ce que j'allais dire. Alors nous, on s'interroge ici dans le cadre de nos missions de l'espace éthique. Oui. Est-ce que, par exemple, la création d'une consultation d'éthique clinique ou d'un centre d'éthique clinique concernerait à la fois le comité d'éthique et l'espace éthique? Alors si c'était l'espace éthique, alors il faudrait le pouvoir, parce que mais ça devrait concerner la région, pour tous les endroits. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce serait commun. En fait, évidemment, ce serait étendu sur la région, bien sûr. J'ai entendu quelqu'un qui mentionnait tout à l'heure le comité d'éthique régional. Voilà un exemple parmi vous. C'est vrai que c'est une confusion qu'on fait souvent. Alors justement, je reviens là-dessus. Nous ne sommes pas un comité d'éthique régional, mais nous sommes un espace de réflexion. C'est-à-dire qu'on ne produit pas des avis, qu'on n'a pas des saisines de façon directe, comme un comité d'éthique. Mais ceci étant, on voit bien qu'il y a des comités d'éthique, comme les comités d'éthique des CHU, ou de certains établissements comme l'établissement de Montauban ou d'autres, qui sont des comités d'éthique très structurés, avec lesquels on entretient des relations qui sont des relations effectivement de partenariat à la demande, dans lesquels il y a ou pas, vous nous avez demandé au comité d'éthique hospitalier du CHU d'être des membres, d'être observateurs, et donc de participer à ce que doit être notre mission, c'est l'aide si elle est nécessaire à un moment donné. Mais il y a des endroits où des instances de réflexion éthique dans la région sont en train de se structurer, ou veulent se structurer, et n'ont pas encore la capacité de le faire correctement. On a entendu tout à l'heure des personnes qui disaient qu'ils avaient besoin du soutien pour être accompagnés dans ces démarches. Et puis on s'est rendu compte également, et c'est le troisième point, que dans la période Covid, il y a des endroits quand même dans la région où il n'y a pas de comité d'éthique du tout, ou d'instance éthique du tout. Et c'est donc la raison pour laquelle j'arrive peut-être au deuxième niveau de la réflexion et des thématiques, c'est faut-il ou pas pérenniser la cellule de soutien éthique. Alors, la cellule de soutien éthique, c'est une cellule qui a été créée pendant la période Covid, justement faite de personnalités qui sont dans les structures, les structures éthiques de la région, quelques-unes, et qui ont participé à cette cellule régionale qui recevait, alors Catherine n'aime pas que j'appelle ça des saisines, mais enfin, elle recevait des demandes de réflexion spécifiques qui pourraient s'apparenter à une saisine dans un comité d'éthique. Et donc, cette cellule de soutien éthique s'est réunie et n'a jamais donné des avis, mais a proposé des regards de réflexion éthique sur les sujets qui lui étaient proposés. Et donc a contribué effectivement à répondre à des attentes ou des difficultés. Et donc ce qui s'est passé dans notre région s'est passé aussi dans d'autres régions, et il se pose clairement la question au niveau national de pérenniser les cellules de soutien éthique, puisque nous avons entendu à Limoges, quand nous étions avec les responsables à la DGOS des espaces de réflexion éthique, que dans les propositions qui pourraient être faites, la pérennisation des cellules de soutien éthique pourrait être réalisée. Par exemple, nous avons été saisis, je ne sais pas si Madame Arias est là encore, mais Madame Arias représente l'association France Alzheimer et souhaite avoir une réflexion autour du sujet que dans des établissements pour personnes âgées à l'heure actuelle,
les visites, c'est uniquement de 14h à 18h. Voilà. Est-ce que, effectivement, dans des établissements où les personnes sont des établissements d'hébergement, où ils vivent, est-ce qu'on peut interdire à leur famille, par exemple, en dehors de tout cas de Covid, d'aller leur permettre ou de les faire manger, ou etc. Donc, voilà ce genre de choses, mais d'autres, hein, peut-être, je n'ai pas dit, et qui pourraient être posées dans le contexte d'une CSE. Voilà, donc le débat est ouvert. Oui, si je puis me permettre une petite remarque qui est connexe à tout ça, la crise du Covid, qui a été encore une fois un grand révélateur, a montré le besoin d'éthique dans nos structures. Moi, j'ai été marqué par le nombre de coups de fil de structures adjacentes au CHU, où on était sollicité moyennant une étiquette éthique pour apporter une réponse. Je vais faire une grande caricature, mais à partir de quel âge vous n'intuberez plus les malades Covid? C'est la question que j'ai le plus entendue lors de la première vague. Et tout ça, bien sûr, a priori, sans connaître la maladie. Et il me semble qu'un des rôles de l'ER, c'est vraiment de promouvoir la réflexion éthique dans ces structures. Mais vous comprenez bien que le 16 mars 2020, quand je leur disais que on allait réfléchir cas par cas, etc., ce n'était pas du tout la réponse qui était attendue. On attendait de moi que le CHU dise qu'à tel âge, on n'intuberait plus. Donc je crois que vraiment il y a une place, et je crains de le dire, mais il y a une place qui ne sera jamais fermée. Parce qu'il y aura toujours ce besoin dans toutes les structures, qu'elles soient soignantes, médico-sociales, parce que toutes n'ont pas la capacité à s'organiser pour avoir une réflexion éthique propre. Si je peux me permettre peut-être de compléter. Non, allez-y. Non, mais juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que ces questions-là, elles ont été posées, et à la limite, c'est même pas un espace régional éthique de répondre, c'est plutôt société savante. En l'occurrence, sur l'âge et tout ça, on avait écrit les recommandations en 2020. À mon avis, le questionnement d'une cellule éthique, il faut se poser plusieurs questions. Il y a d'abord, est-ce qu'il en faut une en temps normal et en cas de crise, parce que c'est quand même deux situations complètement différentes. Et en temps normal, est-ce que c'est pour répondre à des questions du type, ce que vous veniez d'évoquer, les horaires d'ouverture aux familles d'un établissement, versus des cas individuels éthiques de problématiques de fin de vie, par exemple, sur un patient. Et je pense que c'est pas du tout les mêmes réponses et pas forcément le même niveau aussi de réponse qu'il faut apporter. Alors peut-être que la réponse elle est mixte et que, à mon avis, moi il me semble qu'il faut que sur l'ensemble de la région, chaque établissement qui n'a pas, que ce soit des établissements médico-sociaux, puisse avoir un recours éthique à un moment sur une de leurs problématiques, qu'elle soit au niveau d'un patient ou qu'elle soit au niveau d'un type de prise en charge, etc. Après, à voir comment ça se construit, peut-être avec aussi les comités locaux d'éthique, qui peuvent être aussi des autres établissements proches, qui peuvent être une première ligne. Moi, j'ai participé à la cellule de soutien éthique des Antilles, là, qui avait été montée par la DGOS quand il y a eu le gros problème aux Antilles. Et on avait vraiment 3 niveaux il y avait le premier niveau local, puis un niveau au niveau des îles elles-mêmes, et puis le niveau national où on venait pour répondre quand ils étaient bloqués. Et essentiellement, d'ailleurs, c'était des questions plutôt politiques. Hein. C'est-à-dire, il y a un patient, il ne devrait pas être admis en réanimation, mais c'est monsieur Tartampion connu de tous, et il faut qu'on tranche, et nous, on n'y arrive pas localement. Hein. Voilà, c'était un peu ça. Donc, mais voilà, je pense que ça doit être en lien avec tous les acteurs, en tout cas. Mais je pense que ce besoin, il faut qu'on puisse y répondre. Hein. Mais justement, oui. Pardon. Oui, non, juste, ce que je voulais dire, il me semble que c'est une question fondamentale, c'est-à-dire que c'est une question que je me pose chaque fois. Est-ce que finalement, on doit constituer des cohortes d'experts qui seront externalisés, qui viennent répondre en éthique, d'experts en éthique, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des saisines, c'est pas mon problème, j'ai un souci, j'ai un problème éthique, hein, c'est souvent problème éthique. Je suis pas sûr que c'est juste des situations nécessitant une réflexion éthique, c'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, le risque, c'est effectivement
Enfin, je ne suis pas contre l'idée de la cellule, mais ce que je veux dire, le risque, c'est qu'effectivement, on reste externalisé. C'est-à-dire que ce sont des professionnels qui vont se professionnaliser de plus en plus du fait de leur formation, qui vont venir de l'extérieur, nous dire ce qu'il faut qu'on choisit et c'est ce qu'on décide. Et moi, je trouve qu'il y a l'autre option qui est assez intéressante, qui est d'accompagner l'équipe sur une réflexion où c'est elle-même qui va trouver la solution. Par rapport à l'idée des urgentistes, voilà, je crois que ça me paraît, moi, ça aussi. Alors, je ne dis pas que les deux sont antagonistes ou sont en compétition, les deux peuvent s'associer, mais il faut bien faire la part des choses. Donc, quand il y a eu le Covid qui est arrivé, quand j'ai vu ce qui se passait dans les hôpitaux de Strasbourg avec les notions de tri, j'ai réuni les anesthésistes et tous les gens qui étaient en situation d'accueillir les Covid en disant « Qu'est-ce que vous allez faire ? Sur quelle modalité éthique vous allez positionner le fait d'accueillir des patients, éventuellement de devoir faire des tris ?» Effectivement, ils se sont rapprochés des sociétés savantes et ils sont un peu prémunis pour ne pas être confrontés à quelque chose qui les déborde. Donc, en fait, expert ou accompagnement d'une équipe qui va trouver une solution. Et je pense qu'en permanence, on est confronté sur cette dialectique-là. Oui, tout à fait d'accord de ce point de vue-là. Je pense que les solutions sur des cas concrets doivent rester près du terrain avec effectivement des appuis pour cheminer dans la réflexion. Mais de toute façon, même dans nos établissements, c'est aussi ce que on est interpellé par des équipes qui ont des soucis en disant donnez-moi un regard parce que et en fait notre réponse c'est de dire est-ce que vous êtes posé telle question ou telle question et telle question pour progresser. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'on avait alors à l'époque Languedoc-Roussillon on avait fait vivre pendant quelque temps le réseau des comités d'éthique et c'est aussi une des questions qui était posée aujourd'hui et qui était intéressant parce que justement ces réseaux à plusieurs reprises ont été saisis, notamment à Montpellier, par le CHU de Montpellier, sur des choses où eux-mêmes se retrouvaient finalement bloqués dans la réflexion et avaient besoin finalement d'une deuxième ligne de réflexion, mais qui restait dans la même thématique de réflexion de comité d'éthique de terrain sur des problèmes concrets. Alors, à l'expérience, ce réseau, il a eu beaucoup de mal à vivre et puis, bon, il s'est anémié, mais je pense que c'était quelque chose d'intéressant en termes de fonctionnement et qui est différent de la problématique et des buts et des objets de l'espace éthique régional. Et donc l'existence d'un réseau est-ce qu'elle laisse une place à l'espace éthique ou pas dans ce fonctionnement-là? Parce que, puisque vous disiez que c'était intéressant d'avoir un réseau. C'est-à-dire soit de réseau organique, soit d'habitude de travailler ensemble sur des questions, parce qu'on peut très bien admettre que, par exemple, dans un comité d'éthique local, on n'est pas de compétences précises sur tel ou tel point, mais de points, j'allais dire, techniques, qui n'est pas forcément dans le domaine de l'espace éthique régional en tant que tel, et qui peut faire appel donc à des compétences locales autres, sur des points, à mon avis, ce sont des problématiques différentes. Alors après, quelle doit être la structuration par rapport à l'espace éthique? Est-ce que l'espace éthique doit être justement le support qui permet à ces réseaux, à ces fonctionnements de se faire? Pourquoi pas? Parce que quand vous disiez, monsieur, que vous aviez besoin plus d'un accompagnement que d'une expertise, c'était l'accompagnement de l'espace éthique? Non, pas forcément. C'est en fait comment on aborde intellectuellement l'accompagnement éthique en fait au sein d'un établissement. C'est plutôt ça. Et c'est une vraie réflexion parce que le risque effectivement, c'est qu'au moment où on nous fasse jouer et qu'on tombe un peu dans ce risque-là, d'être un peu des experts. Et que, par exemple, on vous dise, voilà, cher patient, vous avez un problème éthique, la cellule va passer la semaine prochaine à 15h30, vous inquiétez pas, elle va tout résoudre, bon, au revoir. Alors moi, je voulais... C'est très procédural, ça, quand même. Alors, ce que disait Madame Rodrigo sur l'aide apportée par l'espace éthique, effectivement, pour ce qui est de la création d'une cellule éthique en établissement, ça, c'est notre rôle, effectivement, existant déjà, et on est sollicité beaucoup pour ça, là, parce qu'on a beaucoup parlé de comités d'éthique d'établissements hospitaliers, mais on a quand même plusieurs centaines d'adhérents, et on est sollicité pour ça. Donc ça, c'est déjà un rôle qu'on assume, d'aller aider à la création de cellules éthiques dans une association, dans un groupe d'établissements, etc. Maintenant, est-ce qu'on pourrait faire plus? Je ne sais pas, en termes de formation, on le fait, quoi, déjà.
Et d'ailleurs, moi, je constate avec grand plaisir que nos équipes se sont vraiment saisies de cet outil. Là, on discute finalement de savoir à quel niveau ces discussions doivent avoir lieu, mais on se rend compte que les professionnels se saisissent pleinement de ces questions, qu'elles sont déjà mises au travail, qu'elles sont déjà en réflexion, et que ça permet finalement simplement la diffusion d'un certain nombre de réponses, et peut-être aussi ça libère la parole sur certaines questions. Je vais prendre un exemple tout simple. Parfois, à domicile, nous sommes confrontés à la question de savoir si quand l'aide-soignante, l'infirmière, l'auxiliaire de vie s'en va, est-ce qu'elle ferme la porte? Est-ce qu'elle ferme la porte de la personne âgée avec qui elle a passé 1 heure, 2 heures, 3 heures? Alors cette question, elle peut paraître un peu barbare, mais c'est une vraie question. Est-ce qu'on empêche cette personne de sortir de chez elle de son plein gré, sous prétexte de la protéger, ou est-ce qu'on la protège pour éviter, finalement, qu'elle ne se mette en danger? Et ça, c'est des questions qui sont très quotidiennes, sur lesquelles les professionnels réfléchissent d'ores et déjà. Et cet espace, il a ouvert finalement la parole, et il a donné aussi l'occasion aux professionnels de se voir plus souvent. Parce que la grosse difficulté du domicile, c'est son travail diffus. Aujourd'hui, on a 300 collaborateurs qui sont sur toute l'agglomération toulousaine et qui se voient 1 fois par mois. Et cet espace de réflexion éthique, c'est une occasion de plus de mettre au travail notre pratique et d'arrêter des positions communes et d'être au clair avec nos positionnements éthiques. Oui. Et ces questions concrètes sont la porte d'entrée justement à une réflexion éthique. Voilà, c'est ça, tout à fait. Avec une méthode. Ouais, voilà. Catherine. Excusez-moi, mais merci d'avoir dit ce que vous venez de dire, parce que vous concrétisez bien quelque chose qui était exprimé par un Canadien, au Canada, un philosophe, théologien canadien, qui était, parce qu'il y en a au Canada, éthicien. C'est toute la question. Y aura-t-il après-demain, demain, ici, des éthiciens? Ce pays a dit non, c'est pas un métier. On ne va pas professionnaliser, il n'y a pas d'éthicien. En revanche, il y a ceux qui disent, comme cet éthicien canadien, mais qui était donc raisonnable, hein, philosophe, théologien, pas mal, et belge aussi, bon, peu importe. Il a dit, il faut encourager la réflexion éthique, il faut dire à chacun, il faut déjouer l'interdit de penser. C'est ce qui s'est passé là, l'interdit de penser. Je ne peux pas, moi, dire, penser, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas juriste, l'éthique, je ne connais pas, c'est très intimidant. Non, Jean-François Malherbe m'a dit, il faut déjouer l'interdit de penser, parce que chacun veut bien faire. Et c'est ça, ça suffit pour entrer dans la réflexion éthique. Seulement, il faut l'encourager, l'accompagner, et ainsi, la culture éthique, la culture du questionnement éthique va diffuser. La mission des espaces, elle est là. Je pense effectivement... C'est bon? Voilà. Donc, je pense effectivement que, à la suite des interventions des uns et des autres, on voit très bien, hein, effectivement, que quel est l'espace, le territoire dans lequel l'espace de réflexion éthique doit effectivement s'engager. C'est sa mission, c'est la mission de diffuser la réflexion éthique par tous les moyens et d'accompagner la réflexion éthique dans les endroits où justement elle est en difficulté, où il n'y en a pas, et comment elle peut effectivement interréagir avec les structures plus institutionnalisées que sont les comités d'éthique, l'objectif étant que nous puissions travailler en partenariat et en complémentarité et répondre effectivement à cette mission première qui est celle de la diffusion de la réflexion éthique. Alors justement, je vais un petit peu vite parce que je sais que un certain nombre de personnes doivent prendre des trains dans pas longtemps et par conséquent, je voudrais que justement dans ce partenariat et dans ces interactions que nous pouvons avoir, qu'est-ce qui vous paraît très pertinent et utile? Comment vous sentez un besoin vis-à-vis de l'espace de réflexion éthique par rapport à de la communication, par rapport à de la formation? Est-ce
Est-ce que dans les grands comités d'éthique hospitaliers, vous êtes autonome ou vous avez des demandes et des attentes par rapport, en dehors de la réunion d'aujourd'hui, qui est effectivement très constructive, je crois. Mais voilà, donc j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors moi, si je peux me permettre, je pense qu'on peut avoir des attentes. Alors quand on est en effet pas à Toulouse ou à Montpellier, on est régulièrement frustré dans les départements limitrophes, mais quand même éloignés, d'avoir beaucoup de soirées, de conférences auxquelles on ne peut pas toujours accéder de par l'éloignement géographique. Et en fait, alors justement par l'espace de réflexion éthique Occitanie, on avait eu à 2 reprises des membres de l'EREOC qui s'étaient déplacés dans le Gers. Donc je pense à Christophe Pacifique que vous nous aviez recommandé et Marie-Claude Daïdé qui avait été aussi contactée et qui était gentiment venue, je l'ai vu tout à l'heure, on a discuté, qui était gentiment venue, et donc on a pu dupliquer ou en tout cas mettre des soirées qui étaient ouvertes à tous ou en tout cas à des professionnels ou des personnes qui étaient intéressées par l'éthique, mais on avait aussi ouvert la porte à des étudiants à l'IFSI, à l'IFAS, dans d'autres structures de soins, y compris les lycées de soins à la personne. Et ça avait été, je crois, d'une richesse immense, puisque ça permettait justement d'inscrire au plus près de la formation initiale quelque chose de réflexif et avec l'envie de poursuivre. Moi, j'aimerais que ce qui peut être organisé, alors en effet, il y a les soirées qui sont comme aujourd'hui, comme les journées d'aujourd'hui enregistrées, mais que peut-être on puisse avoir de l'appui pour pouvoir dupliquer ces soirées, les répéter avec votre soutien, avec votre aide, puisque nous, on a aussi un travail très prenant à côté qui ne nous permet pas de mettre sur pied tout ça, et parce que ça demande de la logistique, ça demande de l'organisation, et qui me semble que ça serait intéressant de pouvoir faire des sortes de répliques de choses qui existent déjà et qui seraient précieuses plus près. Vous voulez dire qu'on se déplace chez vous? Par exemple, si Alors, oui, c'est difficile parce que, comme vous savez, on est relativement peu nombreux dans les équipes, mais par contre, on essaye de se mettre à disposition en enregistrant effectivement nos événements, et puis en vous procurant aussi certains outils comme des vidéos de cas cliniques qu'on met à disposition sur le site et que vous pouvez réutiliser quand vous faites... vous le faites déjà. Donc c'est déjà ce qu'on fait. Après, se déplacer, on essaye de le faire, on le fait de temps en temps, mais c'est vrai que la région est grande et qu'on est peu nombreux, donc c'est difficile. Alors, là où il y a des déserts médicaux et des déserts soignants, il y a un désert éthique. Et il y a des endroits où il y a des soignants et des médecins, il y a quand même un désert éthique. Donc il faut s'intéresser d'abord aux endroits où il y a le plus de manque d'éthique. Si vous voulez, l'éthique, c'est surtout pour les vulnérables, et je pense que les espaces éthiques doivent s'intéresser d'abord aux endroits de vulnérabilité éthique. D'où le soutien à des établissements de petite taille. Nous, je crois que là où on a été le plus utile, c'est de donner l'envie de l'éthique et de faire émerger des gens qui sont un groupe qui diffuse l'éthique à Alès, à Pont-Saint-Esprit, en Lozère, à un établissement associatif très important, le Clos du Nid, avec 2300 handicapés, à différents endroits du territoire. Ce n'est pas au CHU de Montpellier, sauf l'intérêt de la formation parfois et des conférences et des cinétiques pour les jeunes. Parce que ce qui est curieux, c'est que les cinétiques attirent les jeunes. Ils sont 150 jeunes. Oui, mais Jacques, on n'organise pas de cinétique non plus. Si, tout ça donne envie. Ah, bah c'est une ambiance qui forme. Mais les déserts éthiques, c'est fondamental. Oui, je rebondis sur la notion d'entre-soi. On entend beaucoup parler là de diffusion de la culture éthique. J'ai un peu la même crainte que monsieur,
Je fais partie d'un comité éthique dans une association qui est constituée de plein d'établissements médico-sociaux. Et on se retrouve quand même, en effet, souvent à croiser les mêmes têtes, même si c'est bien sympathique. Donc la question, je me tourne un peu vers les personnes qui font partie de comité. Comment vous faites pour intéresser les personnes qui n'ont pas, au premier abord, d'intérêt pour l'éthique? On ne peut pas. Alors d'abord, si, alors il y a un sujet, c'est que les espaces de réflexion éthique, ils ne sont pas uniquement là dans le monde soignant, mais ils sont là aussi pour organiser des débats citoyens. Oui. Et donc, vous voyez par exemple actuellement, pour la fin de vie, nous sommes en train d'organiser, avec l'aide des soignants, mais vers les citoyens, dans les départements de la région, des débats sur la fin de vie. Il y a eu des débats sur la fin de vie, des débats citoyens qui se sont passés au moment de la révision des lois de bioéthique. Et il a été inscrit dans la loi que les espaces de réflexion éthique devraient organiser chaque année des débats citoyens parce que les lois de bioéthique, elles bougeront, et donc préparer les révisions des lois de bioéthique. Donc c'est un petit moyen, hein, je suis bien d'accord avec vous, parce qu'on ne touche pas des millions de personnes, mais c'est un petit moyen pour diffuser la culture de réflexion éthique en dehors des personnes et des cercles qui sont des cercles qui parlent d'éthique et qui en ont l'habitude. Je vais lui passer. Non, je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que je serai un petit peu moins pessimiste, mais je vais vous laisser développer. Je voulais juste dire qu'on a quand même des surprises en formation notamment, où on voit par exemple dans notre DU d'éthique des pratiques médicales qu'on a un public de plus en plus varié. C'est des petits groupes, mais quand même, avant on n'avait presque que des infirmières. Et maintenant, de plus en plus, on a des gens qui sont pas dans le domaine médical parfois, qui sont médecins libéraux, qui sont psychologues, kinésithérapeutes. Enfin voilà, ça s'élargit quand même, l'intérêt pour l'éthique. Et dans les cinétiques organisées pour les étudiants aussi, maintenant, on a des gens de tous âges. Donc finalement, ce qui était dédié au départ devient de plus en plus grand angle quand même. Donc il y a quand même un espoir. Oui, peut-être pour rebondir juste là-dessus, parce qu'effectivement, c'est une question, moi, je trouve fondamentale, et une question, un élément que je n'ai pas aussi précisé, qui est l'épuisement, c'est-à-dire qu'on s'essouffle à rester dans un groupe toujours un peu les mêmes. Et comment ouvrir les groupes, c'est aussi pas si simple que ça. En fait, la question que vous posez, c'est celle du désir, en fait. C'est-à-dire comment créer le désir. Et ça, chez l'être humain, c'est un peu compliqué. Oui, non, mais c'est ça, c'est la sensibilisation. Pour créer le désir, il faut que les gens rencontrent. Et donc, je pense beaucoup, notamment, à mon avis, sur les formations, intervenir très tôt dans les formations des IFSI, des IFMS. Ça me paraît fondamental auprès des internes, chez les jeunes, leur faire découvrir. Et après, il y a vraiment du plaisir, il y a vraiment une envie, c'est ce que vous disiez par rapport au cinétique. C'est-à-dire que les jeunes viennent, ils trouvent ça intéressant, et après, effectivement, on peut se dire qu'on pourra aller plus loin. Mais il faut infiltrer très tôt, en fait. Au-delà de la boutade, on est un petit monde, et moi je dirige un comité d'éthique de 40 personnes inscrites, et on sera entre 6 et 10 à chaque fois. Mais au-delà de ça, notre rôle, c'est d'amener une visibilité et de garder les portes ouvertes, je pense. Et en cela, la notion de formation est extrêmement importante. C'est créer le désir, c'est exactement ça. C'est-à-dire en montrant qu'on fait, que mine de rien, être un petit nombre a aussi des avantages. Vous disiez, croiser les mêmes têtes, c'est agréable. Effectivement, il y a des noyaux, et peut-être que ce noyau permet de perpétuer une forme de tradition, de volonté éthique, et au final, on accroche des gens au fur et à mesure. Donc on ne peut pas forcer les gens. Et la certification ou tout ce genre de normativité est probablement la moins bonne manière de faire venir des gens. Par contre, en intéressant, en acculturant, voilà. Et nous, c'est vrai que c'est une demande qui est faite par les membres on a organisé le comité d'éthique en demandant à chaque pôle de désigner des représentants. Donc on a un certain nombre de représentants qui sont néophytes, mais qui sont intéressés. Et
eux, pour les accrocher, il faut qu'on leur amène du contenu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir agrandir le cercle, et eux vont perpétuer ce discours, en fait. Je ne vois pas d'alternative. Derrière le comment, ce que vous posez comme question, la question du désir, il y a aussi la question du dispositif. Demander à des soignants, après une journée de travail, de rester un peu plus, ça va être difficile si on n'est pas soi-même motivé. Alors que dans certains établissements, et j'en fais partie, le comité éthique se passe dans la journée, au moment des transmissions entre l'équipe du matin et l'équipe du soir, ce qui permet des personnes qui resteraient très peu de temps, finalement ça devient intéressant et ça crée le désir. J'aime bien cette idée des portes ouvertes, mais aussi auprès de nos directions de solliciter un dispositif qui permette de créer ce désir. Oui, alors moi je suis enseignant-chercheur, j'interviens essentiellement en master psychologie clinique de la santé et je vais peut-être terminer sur une note beaucoup plus optimiste parce qu'effectivement il faut sensibiliser les jeunes mais ils ne demandent que ça. Et en fait, j'en parlais avec une étudiante qui était ici aujourd'hui et qui était à mes cours. On peut leur faire passer des notions très 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 complexes en psycho, mais si on donne les bons éléments, alors je parle notamment des débats actuels, etc., mais non seulement ils acquièrent tous les concepts difficiles, mais en plus ils sont preneurs. Et surtout, les maîtres de stage sur le terrain nous disent après « Ah, mais dis donc, il y a une certaine analyse, il y a une certaine réflexion. » Et ça, c'est fondamental. Donc moi, je pense que les jeunes de ces générations Y et Z dont on a parlé, ils sont peut-être différents de nous, mais ils sont très demandeurs, en tout cas dans le soin, il me semble. Jacques ? Oui, pour répondre un peu à Aurélie Salido, je voulais dire qu'il ne faut pas avoir peur qu'il y ait trop de désert éthique. D'abord, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'oasis éthiques qui sont quelquefois méconnues, qu'on est toujours prêt à partir avec notre petite caravane, qui est certes petite et lente, mais elle est prête à aller un peu partout. Et puis, il y a une petite chose que je voulais signaler, c'est qu'on est prêt à organiser des conférences chez vous, là où vous le souhaitez, en participation avec vous. On l'avait fait à Montauban en particulier, mais à d'autres endroits aussi. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez faire venir un conférencier régional ou national. International, c'est plus difficile. Nous n'avons pas les moyens de créer le truck Air Occitanie. Claire ? Est-ce qu'il y a des prises de parole, des commentaires ou des questions à apporter? Je voulais éventuellement juste rajouter que pour l'entre-soi, le cinéma, en tout cas à Auch, a été vraiment partie prenante parce que ce sont eux qui sont venus nous... Alors la première fois, non, c'est nous qui les avons sollicités pour un film qui s'intitulait 12 jours. Et il se trouve qu'on avait, on a au sein de l'espace de réflexion départementale une avocate qui a pu venir et qui donc a accompagné en fait la discussion autour de ce film. On avait sollicité aussi l'UNAFAM, qui est l'union des familles et amis des patients et personnes handicapées ou en situation de handicap ou de maladie psychique. Et donc, en fait, ça passait dans le journal et ça passait dans le programme du département. Donc finalement, c'était une manière de pouvoir promouvoir l'éthique à grande échelle, à grand public, sans discrimination aucune. Et on avait demandé à ce qu'il y ait des inscriptions, en tout cas dans nos, on va dire dans nos rayonnements, dans les informations que nous on avait relayées pour qu'on puisse aider le cinéma à dimensionner sa salle. Et il se trouve qu'en fait, en fin de journée, il a fallu qu'il change pour prendre la plus grande salle qui a 375 places, parce qu'on ne tenait pas dans les autres. C'est-à-dire que on se retrouvait avec des salles combles, de tout âge, de toute génération, de tout milieu, et finalement c'était d'une richesse inouïe. Et je crois que faire vivre l'éthique, c'est vraiment passer par la cité, passer par tout le monde, par les étudiants, par les personnes âgées, par l'université du temps libre et par tous les mouvements qui veulent bien entendre quelque chose. Et finalement ils sont très preneurs de ça. Je crois qu'en fait partout où on se présente, on est très bien accueillis, et je remercie encore une fois les REOC de nous soutenir, mais je crois que
moi, en tout cas, à titre personnel, je ne me sens pas toujours dimensionnée pour soutenir ça, et encore moins toute seule. D'où l'intérêt, en fait, de se rassembler, d'être à plusieurs, et de pouvoir, en fait, se soutenir mutuellement et ne pas rester entre soi. Emmanuel ? Alors, je pense que je vais clôturer, puisqu'on m'a dit que c'était la dernière question. C'est plus une remarque que véritablement une question, qui était de dire on est en train de parler des périmètres, de la cité, de la société. Et il y a un mot que je n'ai pas vraiment beaucoup entendu aujourd'hui, ce n'était pas le sujet, mais voilà, je suis quand même un petit peu étonnée, c'est le mot de la recherche, et de la question de l'éthique de la recherche. On a quand même, vous travaillez dans des établissements où bien évidemment vous faites du soin, mais vous faites aussi de la recherche, et les questions d'éthique de la recherche sont aussi extrêmement prenantes et très contemporaines, et aujourd'hui sont de moins en moins dissociées des questions du soin, hein, puisqu'on est quand même dans un réel continuum qui est de plus en plus affirmé entre le soin et la recherche. Et j'ai pas de doute que si demain on met en place des consultations spécialisées d'éthique, il y aura aussi là-dedans des questions qui sont liées à la recherche et à la réutilisation, par exemple, de données, à la réutilisation d'échantillons biologiques, à tout un tas de questions qui pourraient intervenir dans le champ de la recherche. Donc je me dis peut-être que là aussi, c'est un territoire qu'il conviendrait d'explorer pour l'ERE. C'est pas vous le faites déjà, hein, bien sûr, mais voilà, les lieux de soins sont aussi des lieux de recherche, et je pense que ça ne doit pas être complètement ignoré, ou du moins ça doit être intégré dans la réflexion. Voilà. Il y avait encore un commentaire, oui. Merci beaucoup. Merci de me donner cette minute. Et puis pour corroborer avec l'ensemble des propos qu'on a pu échanger, effectivement, moi aussi, arriver à Carcassonne et vivre l'émulation des séminaires éthiques en formation, initier ce questionnement et cette culture constructive avec les apprenants, ces futurs professionnels, essayer de tendre à unifier collégialement notre parole, m'amener aussi à vous dire qu'à ce jour, j'entreprends, donc je suis inscrite en DU recherche à Paul Sabatier, recherche scientifique, paramédicale et académique, et en fait le protocole de recherche sur lequel je travaille est sur la compétence éthique, une compétence plurielle, et voilà, j'aimerais vous l'exposer au mois de mai prochain. Avec grand plaisir. Louis Bujon. Oui, alors comme on parle de recherche, là je vais dire un mot du master qui se fait entre les 3 universités, que Guillaume connaît bien et d'autres ici, et notamment ça ouvre sur la recherche en éthique. C'est-à-dire que c'est un master qui inclut les philosophes, la fac de philosophie, la faculté de droit et la faculté de médecine, et ça ouvre en recherche éthique. Et il y a une thèse qui est en cours. C'est le professeur Olivier Hamel qui a pris ma succession là au niveau du master. Et c'est un lieu également qui est, si vous voulez, les 3 parties qui sont intégrées dans ce master sont vraiment très productrices, tant pour les enseignants que pour les étudiants, puisque c'est multidisciplinaire. Est-ce que nous avons épuisé l'ensemble des commentaires, questions? Est-ce qu'il y a des étudiants de garde la nuit, s'il y a des questions cette nuit, aiguës? Ça existe? Vous m'avez toujours dit, Catherine, vous m'avez toujours dit qu'il n'y avait pas d'urgence en éthique. Bon, écoutez, on arrive au terme de cette journée. Alors, d'abord, moi, je vous dis ma satisfaction, parce que je me rends compte que, malgré mes inquiétudes et malgré le fait que nous organisons toujours ces journées de façon un petit peu tardive et un peu à l'arrache parfois, eh bien, vous êtes là, vous êtes présents, vous répondez oui. Ce qui veut dire qu'il y a de votre part, en tout cas, même si nous sommes dans un environnement où nous nous retrouvons assez régulièrement, mais il y a de l'intérêt. Bon. Donc, ce qu'on pourra demander peut-être l'année prochaine, c'est justement de faire que vous ameniez chacun une personne de l'extérieur de vos environnements, ce qui serait déjà un point tout à fait important. En tout cas, nous avons finalement abordé de grands sujets aujourd'hui.
Je dois dire que j'ai été particulièrement heureux également de la qualité de la conférence qu'a faite ce matin Jean-Philippe Pierron sur les valeurs du soin, sur l'évaluation, sur la mesure, et sur la relation entre la valeur économique et la valeur éthique. Et donc, cet après-midi, après ces présentations, finalement aussi, nous voyons assez clairement se définir, on en avait déjà une petite idée, mais les interventions de l'espace de réflexion éthique, il me semble, à vous entendre, à vous écouter, qu'il y a un sujet sur lequel on devrait faire des progrès, sans doute, c'est celui de la communication. Mais pour faire de la communication, il faut d'abord un petit peu de monde et puis du monde formé. Et donc, c'est un sujet que nous avons à l'étude actuellement et pour lequel, j'espère, on pourra revenir vers vous. Alors, dernière chose que j'ai à vous dire, avant de vous dire au revoir et à l'année prochaine, pas tout à fait à l'année prochaine, l'espace de réflexion éthique Occitanie organisera cette année, je ne sais pas encore quelle date, probablement après la Coupe du Monde de rugby, la journée nationale des espaces de réflexion éthique français, donc la CNERER, et donc vous serez cordialement, bien sûr, invités à y participer et éventuellement à y intervenir. Voilà, donc merci encore, surtout à ceux qui sont venus de loin. Et donc on se dit à bientôt. Merci.